Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello! Aujourd'hui, je te retrouve encore avec un épisode bonus. J'avais envie de te partager une conversation que j'avais eue sur le podcast La Pause Café de Camille. Un échange qui était encore une fois aligné avec l'esprit de Petite Pouce et j'avais du coup envie de lui donner une nouvelle vie par ici. Du coup, comme je te le disais, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par Camille sur son podcast La Pause Café pour parler d'un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, le fait de faire moins mais mieux. C'est-à-dire de comment concilier nos valeurs humaines et notre efficacité professionnelle sans s'épuiser dans la course au toujours plus. Dans cet épisode, je te raconte mon parcours de mes débuts dans les grandes entreprises à la création de nos agences Authentique Communication que j'ai pensé pour incarner un marketing plus vrai, plus doux, plus humain. Du coup, avec Camille, on a parlé de slow marketing, de comment se poser les bonnes questions avant d'agir, de ce qui m'a aidé à retrouver du sens dans le marketing et des conseils concrets pour pouvoir prioriser sans te perdre. Bref, un épisode qui, j'espère, va vous inspirer à prendre du recul, à vous réaligner et à avancer avec clarté, mais sans pression. À écouter si tu veux remettre l'essentiel au cœur de ta stratégie business. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Dans un monde où tout va vite et dans une société où il faut toujours faire plus, aujourd'hui on aborde finalement l'inverse. Comment faire moins mais mieux, mais toujours en essayant d'atteindre ses objectifs. Et ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Éléonore Machu qui est une experte en marketing et en communication digitale. Hello Éléonore. Hello Camille. Ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi ce matin dans ton podcast Pause Café. Ben c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais, qui est-ce que tu aides, etc., etc. Avec grand plaisir. Donc moi, comme tu l'as dit, c'est Éléonore Machu. Je suis consultante en marketing et communication digitale à travers l'agence Authentique Communication que j'ai créée il y a 4 ans. Et j'accompagne du coup les professionnels et les entreprises à développer leur visibilité en ligne et attirer les bons clients à eux grâce aux réseaux sociaux et au web en général. Donc en fait, ça va de la stratégie de communication digitale à la création de contenu sur les réseaux sociaux, en passant par le coaching et la formation pour les personnes qui veulent gérer eux-mêmes leur communication digitale, les campagnes de pub sur les réseaux sociaux ou sur Google, et la partie création de sites vitrines. Donc c'est un ensemble assez complet en fait de prestations pour les personnes qui veulent développer leur visibilité en ligne. Mais ce qui me tient à cœur, c'est quand même de garder un marketing assez humain et de pas aller vers des pratiques qui sont trop intrusives et de rester vraiment sur montrer la valeur, l'ADN que mes clients ont envie de faire transparaître pour attirer les bons clients à eux, mais pas être dans un marketing qui soit trop push. Ok, donc c'est vraiment l'humain avant tout finalement. Exactement, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de faire ressortir en fait le lien humain même à travers le digital, parce que je trouve qu'en fait même si on a des écrans interposés, ça va se sentir si la communication elle est pas sincère, elle est pas vraie, et c'est pas comme ça pour moi qu'on va atteindre ses objectifs. Au contraire, il vaut mieux montrer son authenticité, son ADN, les valeurs qu'on a envie de transmettre pour pouvoir attirer les clients qui nous ressemblent et du coup en même temps qu'avoir une communication et une image qui nous ressemble et dont on est fier, attirer en même temps les bons clients à nous. Donc en fait, c'est une relation gagnant-gagnante parce que finalement, on va communiquer de façon authentique, vraie et on est bien dans ses baskets. Et en même temps, on va attirer les bons clients, ceux qui ont vraiment besoin de nous. Et du coup, en fait, tout le monde est content. Ok, je vois. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut concilier cette idée de marketing qui est quand même, dans la plupart des gens, l'idée de marketing, elle est vraiment, comme tu disais, un peu push, tout ça. Comment concilier en fait cette idée-là et
ce côté minimaliste finalement de faire moins? Alors en fait, ça va passer par se poser les bonnes questions et poser une stratégie qui va être adaptée justement à nos objectifs. Donc en fait, c'est la première étape pour moi, c'est vraiment d'aller se poser les bonnes questions, c'est-à-dire se demander quels sont mes objectifs, qui est-ce que j'ai envie d'atteindre avec ma communication, c'est quoi les bénéfices que mes produits ou mes services apportent à mes clients. En fonction de ça, une fois qu'on a identifié sa cible, se demander où sont en fait mes clients de cœur, les clients que j'ai envie de servir, sur quels canaux ils sont, quel support ils utilisent, et en fait aller concentrer son énergie et ses efforts là où sont nos clients, plutôt que de vouloir être partout et de finalement faire beaucoup de choses mais les faire moins bien. Mieux vaut en fait se concentrer sur un ou deux canaux, un ou deux réseaux, une ou deux actions marketing qui va vraiment venir toucher les bonnes personnes, qui en même temps, en plus de d'avoir cette approche un peu minimaliste et de faire moins mais mieux, côté budget, ce sera aussi beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait, on va venir concentrer nos efforts et notre énergie là où ça va nous apporter le plus de résultats. Et donc, ça va être autant intéressant pour le client qui, du coup, va minimiser, entre guillemets, ses coûts et utiliser son budget à bon escient. Et en même temps, dans l'atteinte des objectifs, parce que du coup, en allant concentrer nos efforts là où les clients sont et là où ils utilisent en fait les réseaux sociaux, par exemple, en fait, on est sûr d'aller les toucher. Donc en fait, c'est pas forcément de ne pas faire d'action marketing, mais c'est plutôt d'aller choisir ces combats, entre guillemets, d'aller choisir les actions qu'on va mettre en place pour ressortir les actions qui vont être les plus efficientes et les plus efficaces, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et de toucher les bonnes personnes. Donc c'est plus une approche, on va dire, globale. En partant de la stratégie et en se posant les bonnes questions, on va aller définir les bons canaux et les bons réseaux, et ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en faisant en fait un minimum d'actions, mais les actions qui vont être les plus efficaces. Ok. Du coup, la question suivante là que je me pose, est-ce que les objectifs peuvent être les mêmes que des objectifs, on va dire, normaux, sans avoir cette idée de faire moins mais mieux, de se concentrer? Ça peut être des objectifs très très hauts, par exemple, je sais pas, faire 1 million, ou est-ce qu'il faut revoir un petit peu ces objectifs à la baisse, vu qu'on va, même si on va capitaliser sur ce qui marche le plus et du coup faire moins, est-ce que du coup il va falloir revoir un petit peu à la baisse les objectifs, ou est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors non, on va pouvoir faire la même chose. C'est pas forcément revoir ses objectifs à la baisse, mais c'est plutôt de trouver un équilibre en fait entre nos objectifs, les valeurs qu'on a envie de transmettre et les actions qu'on va mettre en place. Donc si par exemple ton objectif c'est d'atteindre le million, mais que à côté de ça tu veux mettre en place un minimum d'actions marketing pour rester en fait dans ce qui va te permettre d'atteindre ces objectifs-là, peut-être que on va pouvoir atteindre cet objectif, mais au lieu de l'atteindre par exemple très très rapidement en 3 mois, peut-être que on va se dire on garde cet objectif, mais par contre on va l'atteindre plutôt dans 1 an par exemple, pour pouvoir monter de façon organique, et plutôt que d'être toujours dans le plus, la performance, le développement, se dire en fait j'ai cet objectif là, je vais l'atteindre, mais par contre je vais prendre mon temps entre guillemets, ce qui va me permettre de poser des bases qui vont être très solides, vu que je vais monter les étages au fur et à mesure petit à petit, plutôt que de vouloir atteindre absolument l'objectif hyper rapidement et avoir des bases qui sont pas très solides, et finalement, ok, on a atteint le million, mais peut-être que 6 mois plus tard, en fait, notre entreprise, elle s'écroule complètement parce qu'on n'a pas posé ces bases-là. Donc, c'est aussi se poser la question de, ok, je veux atteindre cet objectif-là, mais pourquoi c'est important pour moi de l'atteindre? Et c'est quoi le plus important pour moi? Est-ce que c'est d'être en accord avec mes valeurs et mon ADN? Et dans ce cas-là, cet objectif, il est important pour moi pour telle et telle raison, donc je veux l'atteindre, mais pour respecter mes valeurs et cette façon, on va dire, plus minimaliste, je vais me fixer cet objectif, mais dans un délai plus long? Ou est-ce que, au contraire, en fait, cet objectif, quand je me pose la question de pourquoi je l'atteins, je me rends compte que c'est plus pour répondre à des normes sociétales ou pour faire comme les autres, et que finalement cet objectif est pas très important pour moi, et peut-être que je vais me rendre compte à ce moment-là que mon objectif en fait c'est plutôt d'avoir peut-être des clients plus qualitatifs entre guillemets, avec un pouvoir d'achat plus élevé, mais peut-être que du coup je vais pouvoir servir moins de clients mais avec des offres plus premium, et peut-être que je vais quand même pouvoir atteindre cet objectif-là mais sans forcément être dans le push à tout prix.
Ok, c'est super intéressant, mais du coup, est-ce que c'est adapté à tout le monde ou est-ce qu'il y a des profils pour lesquels ce genre de marketing, en fait, où tu prends le temps, où t'es un peu plus patient, c'est pas adapté? Je pense que c'est pas adapté à tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils, on n'a pas tous les mêmes objectifs et on n'a pas tous la même approche. Donc cette approche-là d'un marketing, on va dire plus slow ou entre guillemets, où on va prendre le temps de mettre en place les actions pour avoir une base solide, on va prendre le temps de réfléchir aux actions qui vont avoir le plus d'impact en se demandant voilà, par rapport à mes objectifs, quelles sont les meilleures actions à mettre en place par rapport aux clients que je veux toucher, etc. Cette approche-là, elle va pas parler à tout le monde et c'est OK en fait. C'est une approche qui va parler aux personnes qui vont partager ces valeurs de faire moins mais mieux, de prendre le temps de réfléchir aux bonnes actions, de pas vouloir à tout prix être dans la croissance absolue et avoir toujours plus. Mais peut-être que pour d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui pour eux leur objectif c'est de la croissance à tout prix et leur valeur entre guillemets, ils s'en fichent un petit peu, c'est juste pour l'image et c'est pas quelque chose qui leur tient à cœur, cette approche-là, elle va pas leur convenir. Donc c'est une approche qui est spécifique, spéciale et qui va permettre aux personnes à qui ça parle d'avoir un marketing plus authentique, un marketing plus humain. C'est surtout une approche qui va parler justement aux personnes qui sont bloquées par les termes marketing, vente, etc., qui ont des a priori en fait sur ces mots-là. Et moi, mon approche, c'est de leur dire, en fait, le marketing et la vente, c'est pas des techniques intrusives pour forcer la vente, c'est juste de dire, coucou, je suis là, j'ai une super offre de service ou des super produits à vendre, et en fait, si ça t'intéresse, viens à moi parce que je sais que je peux t'apporter beaucoup de choses. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, passe ton chemin. Et c'est vraiment pour ces gens-là qui ont cette vision de j'ai une offre de service ou un produit que je veux vendre, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre le couteau sous la gorge des gens pour les forcer à acheter, quoi. C'est super intéressant pour le coup, parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas envie d'être en mode marchand de tapis, aller démarcher des gens, c'est épuisant et peut-être que ça nous correspond pas et du coup c'est relativement cool cette notion de slow marketing slow, j'aime beaucoup parce que du coup c'est y aller tranquillement petit à petit sans forcément se mettre un fardeau sur les épaules. Est-ce que il y a des erreurs courantes que tu vois autour de toi ou chez tes clients du coup dans des choses que des erreurs que potentiellement les gens font et que t'es là en mode genre non, ça on peut pas faire ça si on veut adopter cette mentalité de slow marketing. Est-ce que tu as des exemples? Alors, moi, je vais pas forcément avoir des exemples de personnes qui ont pas cette approche parce que les gens qui viennent à moi, ils ont envie d'avoir cette approche-là dans leur marketing. Par contre, c'est plutôt ce que je peux te faire ressortir, c'est plutôt justement des fausses croyances, des préjugés que les gens vont avoir sur le marketing, sur la vente, sur les actions qu'on peut mettre en place. Et quand je leur explique les tenants, les aboutissants, ce que ça peut leur apporter et la façon de faire les choses, en fait, ça va venir les décoincer dans cette vision, dans cette approche du marketing. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le fait que non, mais moi en fait je veux pas faire de marketing parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je veux absolument leur vendre quelque chose. Et là, je vais leur expliquer qu'en fait, en ayant une approche plutôt d'apport de valeur, on va casser en fait cette croyance que il faut absolument vendre à tout prix quelque chose et plutôt arriver du côté où je vais montrer le bénéfice, la valeur que mon produit, mon service va apporter et du coup, les gens vont avoir envie de l'acheter si ça leur parle. Ça peut être aussi une mauvaise connaissance en fait des outils et des actions qu'on peut mettre en place avec par exemple des fausses croyances que il faut poster tous les jours par exemple sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Et par exemple pour cette fausse croyance, moi je vais leur dire en fait non, il vaut mieux poster moins mais avec du contenu qui apporte vraiment de la valeur et de la qualité. Et par exemple, au lieu de poster tous les jours et de s'épuiser, on va poster une fois par semaine, mais on va venir octroyer un petit budget de sponsoring pour aller booster le post qu'on fait dans la semaine pour qu'il ait de la visibilité toute la semaine. Ça peut être ça qu'on peut mettre en place. Ça va être des fausses croyances aussi sur les budgets, par exemple. Il faut absolument avoir un énorme budget, par exemple, pour mettre en place une campagne de référencement payant sur Google Ads. Et moi, je vais leur dire, en fait, c'est un système d'enchères, donc évidemment, plus tu vas mettre de budget, plus tu es sûr de ressortir sur les mots-clés sur lesquels tu vas enchérir. Par contre, c'est abordable à partir d'1 € par jour, en fait. À partir d'1 € par jour, tu peux avoir une campagne Google Ads.
Ça va être ce genre de fausses croyances, mais des erreurs. Après, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment d'erreurs qu'on peut faire parce que le digital en général, c'est du test and learn. C'est-à-dire que on essaye quelque chose, on analyse, on voit si ça a fonctionné ou pas, et si ça n'a pas fonctionné, en fait, on arrête de le faire. L'erreur, ce serait de mettre en place quelque chose, de pas l'analyser et de continuer à faire une action qui nous apporte rien. Donc, vraiment, le conseil que je peux partager ici, c'est tester. Franchement, tester toutes sortes d'actions marketing parce que, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et il n'y a pas de règles toutes faites pour chaque client. En fait, en fonction de ton domaine d'activité, de tes clients cibles, de tes objectifs, l'approche, elle va être complètement différente et une même action faite auprès de 2 clients différents peut avoir des résultats complètement différents. Donc, c'est vraiment avoir cette approche de test and learn, c'est-à-dire je vais tester des mécaniques, des actions, des types de contenus, des formats différents, etc. Et en fait, je vais prendre le temps d'aller analyser ce que ça m'a rapporté. Et au fur et à mesure, je vais enlever les choses qui ne m'apportent rien, entre guillemets, et je vais concentrer mes efforts et mon énergie là où j'ai le plus d'impact et là où j'ai le plus de retour de la part de mes clients de cœur. Incroyable. Incroyable finalement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, la recherche de la recette magique. C'est comme à l'école, on te mettait une formule et tu remplaçais les lettres par les chiffres. Niveau maths, je m'en suis arrêtée là, vraiment... j'ai pas continué. Et du coup, c'est vrai que souvent, on est toujours à cette recherche de je veux trouver, je cherche un truc en marketing, une recette magique pour gagner plus, travailler moins. Et du coup, on teste des fois plein de choses en même temps. Ou alors, on laisse pas le temps de laisser reposer. On voit que ça marche pas au bout de 3 jours. Hop, on va faire une autre technique. Et du coup, tu avais vraiment mis analyser finalement. Analyser ce qui marche et analyser ce qui ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on peut définir ce qui marche et comment est-ce qu'on peut définir ce qui ne fonctionne pas exactement? Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la notion de patience. C'est hyper important et c'est trop bien que tu l'aies dit, c'est que il faut être patient. Quand on a cette approche aussi de slow marketing, il faut encore plus être patient parce qu'en fait, les résultats, ils vont pas venir tout de suite. Les résultats, en fait, il faut savoir que c'est comme un jardin. Au moment où tu plantes tes graines, c'est pas le moment où tu vas récolter tes fruits. Le moment où tu plantes tes graines, c'est les actions marketing que tu mets en place. Et c'est à force de persévérance et de patience que tu vas obtenir les résultats. Donc la première étape, déjà, c'est d'être patient. Et pour analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, on repart des questions de base que j'ai évoquées au début de l'interview qui sont « c'était quoi mon objectif ?» et « c'était qui mes clients de cœur à qui je voulais parler ?» Donc en partant de là, par exemple, si on a mis en place une stratégie de contenu où on va poster différents types de formats, etc., pour savoir si ça a fonctionné ou pas, imaginons que notre objectif, c'était d'augmenter notre audience parce que on démarre notre activité et on veut se faire connaître à un maximum de personnes. Et en fait, c'est tout simple. On va venir regarder est-ce que les contenus que j'ai postés m'ont apporté des nouveaux abonnés, tout simplement. Et ça, on va pouvoir le faire tous les mois, par exemple. Et après, au bout de 6 mois, se dire « Ok, je fais une rétrospective de toutes les actions que j'ai mises en place, de tous les formats que j'ai pu poster, et je regarde par rapport aux courbes de là où j'ai gagné des abonnés, quel format j'avais posté à ce moment-là, sur quel type de contenu. Pour un exemple basique en fait de création de contenu par exemple. Et si je me rends compte que y a certains moments où j'ai des pics d'abonnés et que ça correspond à un certain type de format avec un certain type de contenu que j'ai posté, je peux tirer la conclusion que ce type de contenu avec ce type de format, il va m'apporter des nouveaux abonnés. Donc en fait, la fois d'après, je vais peut-être faire plus de contenus qui vont ressembler à celui-là et je vais analyser encore une fois, est-ce que j'ai encore eu un pic d'abonnés ou pas si c'était ça mon objectif? Et là, du coup, je peux en tirer la conclusion que ça, c'était une action efficace. Et les autres types de contenus où je me rends compte qu'en fait, j'ai pas eu beaucoup d'interactions, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés sur ces contenus, je peux me dire, ok, ces contenus-là, je les laisse tomber et je fais plus de ce genre de contenu parce qu'en fait, ça répond pas à mon objectif. Il faut aussi savoir que nos objectifs, ils peuvent évoluer au fil du temps. C'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 objectifs pendant, par exemple, 3 mois ou 6 mois et ensuite changer d'objectif plutôt que de vouloir atteindre 5 objectifs différents en même temps. Donc peut-être que si je viens de lancer ma marque, mon objectif premier, ça va être la visibilité. Donc je veux
augmenter mon audience. Donc en fait, ça va être plutôt sur je veux atteindre tant d'abonnés, par exemple, sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook. Au bout de 3 mois, on a plus ou moins atteint cet objectif, ou au bout de 6 mois, on a plus ou moins atteint cet objectif. Et du coup, on va pouvoir se dire, ok, maintenant que j'ai atteint cet objectif d'avoir plus d'audience, maintenant peut-être que mon objectif, ça va être d'emmener les gens sur ma boutique en ligne, parce que c'est là où je vends mes produits. Et donc là, on va changer la stratégie pour venir répondre à cet objectif. Et dans le cas où mon objectif, c'est vraiment de vendre via mon site en ligne, en fait, c'est pareil, l'analyse, elle va être très simple. C'est à quel moment j'ai fait des ventes et ça correspond à quel type d'action que j'ai mis en place à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une question d'objectif, de cible et d'analyse surtout derrière de quelles actions que j'ai mis en place ont répondu à cet objectif ou non. Et ensuite, d'écrémage, c'est-à-dire je me rends compte que ce qui fonctionne pas, c'est telle et telle action ou tel contenu ou voilà telle ou telle stratégie. Et en fait, ça, j'arrête de le faire. Et peut-être que soit je me concentre sur ce qui fonctionne bien. Si j'ai pas encore trouvé ce qui fonctionne bien parce que ça peut prendre du temps, je retente, je reteste des nouvelles actions, des nouveaux contenus, etc. Ok, je t'avoue que la notion d'objectif, elle est assez importante finalement, parce que quand on n'a pas d'objectif, on sait pas trop où on va. Finalement, c'est un peu notre boussole sur la carte. Je me mets à la place de la plupart des personnes qui composent ma cible et mon audience au niveau du podcast. Imaginons, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. Vraiment pieuvre. Comment est-ce que j'arrive à prioriser les tâches, les projets, les objectifs? Comment est-ce que je peux dire, ok, cette tâche-là, elle passe avant, ou cet objectif-là, il passe avant l'autre? Comment je fais pour m'organiser de ce point de vue-là? Alors, il va falloir changer son mindset et comprendre que quand je me disperse et que je veux être partout à la fois, en fait, je suis partout, mais je le fais de la mauvaise façon. Parce que du coup, mon énergie, elle est limitée. Le nombre d'heures que j'ai dans ma journée, il est limité. Et si je vais disperser, imaginons tu as 8 heures par jour avec une jauge d'énergie, si je vais disperser ces 8 heures de travail et cette jauge d'énergie dans 8 projets différents, c'est comme si je donnais 1 heure à chaque projet, ou si tu dis 100% de ton énergie par 8 et peut-être 15% de ton énergie dans chaque projet. Et en fait, il faut se dire, finalement, c'est quoi qui va le plus m'apporter? C'est tous les jours de passer 1 heure sur 8 projets et les faire avancer tout doucement parce qu'en fait, je peux pas y mettre toute mon énergie, ou c'est de se dire, ok, là, je me concentre sur un seul projet et j'y mets 8 heures par jour et 100% de mon énergie. Et ça veut pas dire que les autres projets, je les mets à la poubelle, ça veut juste dire que je vais les mettre de côté, je les garde dans ma sacoche d'idées, dans ma sacoche de projets, et cette semaine-là, je vais me concentrer sur ce projet-là. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que on atteint beaucoup plus rapidement nos objectifs quand on se concentre sur un seul projet, sur un seul objectif. Ça va beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus efficace. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les autres projets ou les autres objectifs, on les met de côté. C'est vraiment se changer en fait cette façon de voir les choses, et c'est là où le fait d'être accompagné, ça va vraiment nous aider, parce que du coup, la personne qui nous accompagne, elle va pouvoir nous dire, en fait, ok, là, tu as 8 objectifs en ce moment, tu as 8 idées de projets que tu as envie de mener à bien, mais c'est quoi le plus important pour toi en ce moment? Et là, en fait, la personne, elle va réfléchir, elle va dire, ouais, c'est vrai que les 8 projets, ils me font kiffer, mais en fait, en ce moment, celui qui vraiment me tient le plus à cœur, ça va être celui-là. Et ok, super, on va concentrer notre énergie sur celui-là. Et peut-être que si on est vraiment sur des types de personnalités qui ont besoin de bosser sur plein de projets différents, on va pas se concentrer que sur un, mais peut-être sur 2 ou 3, en se disant, ok, peut-être que dans ma semaine, il y a soit je vais travailler sur 2 projets le premier jour et le troisième un autre jour, ou alors je vais passer un jour chaque semaine à travailler sur ces 3 projets-là. Mais c'est aussi être conscient que si je fais ça, forcément, je vais atteindre beaucoup moins rapidement mes objectifs sur chacun de ces projets que si je me concentre que sur un à la fois. Super intéressant, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à des fois lancer des projets, avoir des objectifs, et puis en fait quand on vient à la fin du mois, on voit que ok, j'ai lancé 4 projets là, mais finalement j'ai pas très avancé et ça traîne en longueur, et après on finit par plus les suivre du tout, ces projets, ou alors on en oublie le 3/4. En parlant de prioriser ces objectifs, et tout à l'heure tu nous as parlé d'outils, est-ce que toi tu as des outils, des automatisations, des éléments un petit peu tech que tu utilises justement dans cette idée de faire moins mais mieux, atteindre ses objectifs?
Est-ce que tu as des chouchous en termes d'outils? Alors oui, alors du coup tu te doutes bien que j'ai pas des millions d'outils vu que j'ai cette approche un peu plus minimaliste. En fait, je vais me concentrer sur les outils qui me permettent de faire le plus de choses et qui vont me prendre le moins de temps possible. Je suis pas du tout une passionnée des outils, etc. Comme toi tu peux l'être, et je sais que toi t'adores les outils, etc. Et moi en fait ça me prend de l'énergie justement de passer du temps à comprendre l'outil. Donc en fait une fois que j'en ai un qui est bien, je vais rester dessus. Et je vais avoir des outils dédiés, on va dire, à chacune des pratiques. Donc, pour les échanges clients, les plannings de publication, les échanges de documents, etc., je vais utiliser tout simplement Google Drive, où je vais avoir Excel Sheet, des documents sur le Drive, des dossiers dédiés à chacun de mes clients où ils peuvent aller mettre toutes les informations sur chacun de leurs dossiers. Sur la partie podcast, parce que du coup, je l'ai pas dit en début de l'interview, mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Petite Pouce. Je vais utiliser Riverside pour l'enregistrement des interviews et pour créer des réels avec l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais utiliser des outils pour l'analyse justement des différentes actions qu'on met en place avec Metricool. Depuis hier, grâce à toi Camille, j'utilise Autoscript pour me faciliter la vie dans la partie montage et enfin surtout post-production de la partie podcast. Et ensuite, pour les calls, les visios, etc., je vais utiliser Google Meet. Et ensuite, j'utilise les outils dédiés en fait, par exemple pour la création de campagnes de référencement payant, je vais passer par Google Ads avec Google Analytics pour analyser les données aussi. Et ensuite, tout ce qui est réseaux sociaux, par Meta Ads, tout simplement. Donc plutôt, je vais aller sur les outils souches, quoi. Et je vais pas passer trop par d'intervenants extérieurs. Tu vois, hier, j'ai oublié le Metricool, mais j'utilise que ça pour Instagram, etc. Il y a Thread bientôt qui arrive dessus. Enfin, qui est déjà arrivé d'ailleurs depuis hier, donc depuis le 19 juin. Donc, tu vois, je l'avais oublié celui-là. Il est trop bien, Metricool, mais oui. Il est beau, il est intuitif. Il lag pas. Ça change de business. Meta. Facebook Studio, là, on peut plus. J'ai une autre petite question par rapport à toi, par rapport à ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à là, finalement? Est-ce que dès le départ, tu t'es dit je vais adopter ce mindset de faire moins parce que c'est comme ça que je suis, ou au début c'était pas du tout le cas quand tu t'es lancé dans la branche de marketing et de la communication digitale et c'est après que tu as eu ce déclic? Oui, c'est complètement après que j'ai eu ce déclic. En fait, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le marketing et la communication. J'ai commencé par travailler dans des grosses structures dans les services marketing. Donc, je suis passée par une entreprise industrielle en fait de production de boissons sucrées où j'avais le portefeuille Coca-Cola, donc des énormes budgets avec des milliards de choses à faire qui ne servent à rien, juste pour montrer aux franchisés qu'on a bien mis en place les actions, etc. Je suis passée par un groupe d'assurance où là, les actions étaient quand même plus minimalistes entre guillemets, mais pareil, c'était quand même, enfin voilà, ça reste des grands groupes avec beaucoup de présentations PowerPoint pour expliquer les choses et ça, du coup, ça m'a un petit peu pas dégoûtée, mais c'est là où je me suis dit que j'avais envie d'avoir une autre approche. Et en fait, c'est la dernière expérience que j'ai eue qui était dans une entreprise en fait mi-privé, mi-public, où l'organisation, l'environnement de travail, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Sur le papier, tout était parfait. J'étais chargée de marketing digital, j'avais le statut cadre, le salaire qui allait bien, etc. Mais en fait, au fond de moi, j'avais l'impression de moisir et de vraiment pas être à ma place, de mourir de l'intérieur, si on peut dire. Et ça m'a amené à un gros travail d'introspection, parce que j'ai un peu pété un câble en fait dans cette activité-là. Et j'en suis venue à me dire, est-ce que c'est mon métier que j'aime plus ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel j'exerce ce métier qui ne me correspond pas? Et j'en suis arrivée au fait que j'adorais mon métier, j'étais passionnée par le marketing, la communication, etc. Mais que l'environnement dans lequel j'étais ne me correspondait pas du tout. Et donc en fait j'ai démissionné en me disant de toute façon j'ai rien à perdre entre guillemets parce que là où je suis ça me va pas, donc au pire si ça fonctionne pas je pourrais toujours retrouver du travail dans un autre endroit. Et en fait dès le premier mois j'ai pu me verser un salaire et je me suis dit ok, en fait là je suis à ma place et là je retrouvais la joie dans mon quotidien, dans mon travail. Ayant été dans des grosses structures
dans les services marketing, moi-même, je travaillais avec des agences de marketing et de communication. Et il y avait toujours quelque chose qui me convenait pas, et surtout dans la partie relations humaines. Et en fait, je me suis dit, je vais créer l'agence de marketing et de communication avec laquelle j'aurais rêvé travailler, qui va m'écouter, qui va comprendre mon besoin, qui va pas essayer de me vendre des choses à tout prix, mais qui va vraiment aller creuser sur qu'est-ce qui me ressemble, c'est quoi mon ADN, c'est quoi mes valeurs, etc., pour faire ressortir le plus beau de tout ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer Authentique Communication, parce que moi, ce que je veux, c'est apporter de l'authenticité autant dans les échanges que j'ai avec mes clients que dans la communication que je vais créer pour eux. Et ça a été un cheminement. Ça m'est venu vraiment, il y avait un côté un peu intuitif, en même temps avec tout le travail de développement personnel que j'avais fait à côté, etc., qui a fait que j'ai eu cet alignement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'attirais exactement les personnes qui voulaient cette approche-là dans leur activité. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est ça ma valeur que je dois apporter dans le monde, c'est ça ce que mes clients attendent. Et comme tu disais à un moment donné, est-ce que ça correspond à tout le monde ? Ben non, forcément, ça correspond pas à tout le monde, mais ça correspond aux personnes que moi j'ai envie d'accompagner et qui ont envie d'être accompagnées par moi. Et donc en fait, c'est un cercle vertueux. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai créé cette activité. Donc au début, j'étais pas forcément dans une approche de slow marketing parce que je sortais de ces grands groupes-là et donc je voulais avoir cette approche humaine et authentique, mais j'étais pas forcément sur cette approche minimaliste. Mais au bout de 1 an et demi, 2 ans, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma petite fille Isis qui aujourd'hui va avoir 3 ans. Et c'est elle qui m'a aidée à avoir cette approche minimaliste parce qu'en fait, je pouvais plus faire 1000 choses à la fois et elle m'a aidée du coup à me recentrer, à me concentrer sur l'essentiel, sur le plus important. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à transmettre ça à mes clients et je me suis rendu compte qu'en fait, ça leur correspondait aussi. Donc en fait, c'est vraiment un cheminement où ce qui m'est arrivé dans la vie personnelle est venu nourrir mon approche professionnelle. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui continue, tu vois, d'évoluer au fur et à mesure des années qui passent et de ce que j'apprends et de ce que je vis et de ce que je partage du coup à côté. C'est un peu comme un siphon finalement, tu tournes et au fur et à mesure tu commences le siphon il s'agrandit dans le bon sens, hein, bien évidemment. Finalement, c'est pas plus mal que tu sois devenue maman. Je sais qu'il y a pas mal d'indépendantes qui sont soit actuellement là en congé maternité et qui sont débordées finalement, qui savent pas trop concilier vie de maman, leur vie à elles aussi en tant que femme. Parce que ça, faut pas l'oublier, nous sommes des femmes avant tout, avant aussi d'être maman parfois. Qu'est-ce que tu aurais à dire si tu pouvais leur dire une chose à ces femmes-là? Qu'est-ce que tu leur dirais exactement? Je leur dirais de se demander c'est quoi le plus important pour toi en ce moment. De revenir à l'essentiel en fait et de te dire est-ce que c'est vraiment prioritaire tout ça? C'est quoi le plus important en ce moment? Peut-être que quand on vient d'avoir un bébé, en fait, c'est son bébé qui est le plus important et du coup, il faut savoir mettre de côté certaines choses, mais sans, encore une fois, les laisser tomber, mais juste se dire, ok, aujourd'hui, ma priorité, c'est ça. Donc, en fait, le reste, je vais le mettre dans mon petit sac à côté. Je l'oublie pas, il est là et j'y reviendrai le moment venu. Et c'est d'apprendre juste à choisir, en fait, encore une fois, ses combats et à faire moins, en fait. Arrêter de se faire des to-do list à rallonge. Arrêter de vouloir être partout et de tout faire en même temps et vraiment revenir à l'essentiel, à ce qui est le plus important pour soi et se reposer ces questions de priorité de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en ce moment, c'est quoi le plus important pour moi au moment T et si j'arrivais à la fin de ma vie, qu'est-ce que je regretterais le plus ? Est-ce que je regretterais de ne pas avoir mis en place toutes les actions que je voulais mettre et peut-être d'avoir pris plus de temps à atteindre mes objectifs, mais à côté d'avoir profité de la vie, entre guillemets, ou est-ce que je vais regretter de ne pas avoir assez travaillé ? Ok, toujours incroyable tes réponses, je sais jamais comment rebondir parce que vraiment c'est dingue tout ce que tu nous délivres en vrai, et c'est vrai qu'il y a cette notion de regret. Souvent on court, tu sais, c'est ce que je disais au début d'épisode, on est dans une société, dans un monde où il faut toujours faire plus, toujours être plus productif, toujours être plus rapide, toujours gagner plus d'argent. Et en fait, on s'arrête jamais, c'est un marathon et le hamster dans la roue finalement. Et des fois, je pense qu'on n'a pas le temps de se poser et de se dire si c'était mon dernier jour,
est-ce que je ferais vraiment, si c'était mon dernier jour là sur Terre, est-ce que vraiment qu'est-ce que je ferais pour ce dernier jour? Est-ce que j'irais vraiment faire des actions marketing, ou est-ce que, je sais pas, j'irais faire du saut en parachute? Est-ce que j'irais au cinéma avec ma famille? Et du coup, je pense que c'est bien des fois de se poser effectivement cette question du regret, parce que c'est peut-être ce qui va nous permettre de faire un déclic en mode genre, qu'est-ce que je fous finalement? Est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, c'est ce que moi je veux, ou est-ce que j'ai imité ou copié les grandes personnes que l'on voit des fois dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit waouh, trop cool, ils habitent à Bali, ils sont à 2 mètres de la plage, moi aussi je veux ça, mais peut-être que finalement c'est pas ce qu'on veut nous, tu vois. Est-ce que tu as des ressources? Exactement. Je vois que tu acquiesces depuis tout à l'heure, et je suis contente qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai, je veux dire, des fois quand on suit des gens, surtout au début quand on se lance, on va commencer à suivre des personnes. C'est des personnes qui font beaucoup plus de chiffres, qui sont beaucoup plus avancées dans le business. Et des fois, on copie leur marketing, on copie leur tunnel de vente, on copie leurs actions, alors qu'on n'en est pas au même endroit, qu'on n'a pas la même maturité. Et peut-être que ce que eux font, ça nous correspond pas. Et du coup, on s'épuise, et du coup, on comprend pas pourquoi ça marche. Et on se laisse démotiver, et on est dégoûté de l'entrepreneuriat, et on cherche un CDI à la fin, et on est triste, Exactement, et ça me donne trop envie de rebondir là-dessus, parce que je pense que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on est tous les mêmes, on va aller se comparer aux autres, comme exactement ce que tu disais, à ceux qui ont réussi, etc. Mais alors déjà, moi je veux dire une chose, c'est que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de la part de ces personnes-là, c'est pas tout en fait. On voit juste la partie émergée de l'iceberg, donc le glaçon en haut, mais en fait tout le glaçon qui est dans l'eau, on le voit pas. On voit pas le travail qu'ils ont fourni, on voit pas les échecs qu'ils ont dû surmonter peut-être pour en arriver là, on voit juste le succès qu'ils ont atteint. Mais en fait, derrière ce succès, il y a plein de choses qu'ils ont mis en place, il y a plein de choses qu'ils ont peut-être pas pu faire, ou des contraintes qu'ils ont dû accepter, etc. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à vivre ces contraintes-là, à travailler peut-être 90 heures par semaine pour atteindre ces résultats-là, ou est-ce qu'en fait, c'est pas ça que je veux? Et c'est revenir vraiment à soi encore une fois, tu sais, de se poser la bonne question c'est quoi mes objectifs et pourquoi je veux atteindre ces objectifs? Moi aussi, je me suis perdue au début à me dire je veux atteindre tel chiffre d'affaires et je veux ci et je veux ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à m'écouter, à revenir à ce que j'avais envie de créer. Et je me suis rendu compte que moi, j'ai pas envie de bosser 80 heures par semaine, en fait. Moi, mon objectif, c'est de créer un business qui soit au service de ma vie, tout en apportant un maximum de valeur aux personnes que j'accompagne. Et du coup, je choisis d'accompagner moins de personnes, mais de pouvoir choisir les personnes que j'accompagne, et en même temps d'avoir du temps à consacrer à ce que j'aime faire, à ma famille, à ma fille, etc., à mes amis, etc. Et en fait, je suis pas prête à renoncer à tout ça pour avoir le succès qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ok, on n'est pas obligé d'être hyper connu et d'avoir des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas ça qui rend heureux, en fait. Et finalement, c'est quoi la finalité de la vie? C'est de vivre des expériences, et c'est de s'épanouir, et c'est pas de faire que de bosser toute la journée, quoi. Mais peut-être qu'il y a des gens, leur objectif, c'est de bosser des millions d'heures et d'atteindre ce succès parce que eux, c'est ça leur goal dans la vie. Et tant mieux pour eux, et c'est peut-être pour ça qu'ils réussissent. Mais c'est de revenir à est-ce que moi aussi c'est ça mon objectif, ou est-ce que finalement c'est autre chose, et comme tu disais, d'aller peut-être sauter en parachute, ou peut-être d'aller vivre à Bali si c'est ça que j'ai envie, mais ne pas faire les choses parce que les autres le font, mais faire les choses pour soi, et vraiment se demander c'est quoi en fait que je veux apporter dans le monde, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, plutôt que de vouloir absolument se comparer, et après se dire que c'est pas grave si on s'est comparé à un moment donné, on est tous passés par là et on y passera tous à un moment donné, mais vraiment d'apprendre à revenir à soi, à qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et ça revient aussi à la partie marketing dont on parlait au début, de c'est quoi mes objectifs, à qui je veux parler, et voilà, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux transmettre comme message derrière, quoi. C'est beau, mais c'est un peu aussi le truc de se dire ok, c'est quoi ma définition de mon succès? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que moi, je dis que j'ai réussi? Est-ce que c'est le fait d'avoir atteint 1 million d'abonnés, comme tu disais, par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn, enfin bref, sur les réseaux? Est-ce que c'est le fait de gagner 1 million par an? Est-ce que c'est le fait d'avoir un service, un business à son service qui permet de, effectivement, peut-être gagner ce que j'ai envie de gagner, mais en me laissant aussi tranquille pour vivre de ma passion, profiter de ma famille, etc. Et du coup, je pense que c'est important aussi de se poser la question du c'est quoi le succès?
c'est quoi le succès que je veux? Est-ce que j'ai envie d'être citée dans le Times? Est-ce que j'ai envie d'être interviewée sur les chaînes de TF1, BFM, etc. Ou est-ce que j'ai envie de rester un petit peu dans mon coin, un petit peu caché, parce que j'ai pas envie de me montrer spécialement et parce que je veux aider les gens, un maximum de gens, mais dans mon cercle finalement, dans mon périmètre, dans mon champ. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. T'as tout dit. C'est exactement ça. C'est quoi ma définition du succès? C'est quoi le succès pour moi? Et chacun a sa propre définition du succès. Et il faut pas se perdre dans la définition du succès de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est pas ça qui va nous épanouir. C'est pas ça qu'on veut atteindre finalement. Et certaines personnes mettent plus de temps que d'autres à s'en rendre compte. Donc plutôt, on se pose cette question de c'est quoi la définition du succès pour moi? C'est quoi ma vie idéale, en fait? Et aller construire son business autour de sa vie, plutôt que d'aller se tuer à atteindre des goals qui finalement ne sont même pas les nôtres. Est-ce que tu as des ressources à nous partager? Alors ça peut être tes propres ressources par exemple, c'est pas... Voilà, est-ce que tu as un lead magnet, une ressource, quelque chose pour nous aider justement à faire en sorte de définir notre propre succès, de définir comment est-ce qu'on peut travailler, comment on l'a décidé? Alors, comme tu as dit, est-ce que tu as des ressources à toi aussi? Je vais commencer par partager les ressources que j'ai et après les ressources que moi j'utilise aussi pour aider nos auditeurs sur la partie marketing, entrepreneuriat, mindset, etc. J'ai 2 ressources. J'ai un guide gratuit qu'on peut télécharger sur mon site, les 9 étapes pour se créer une stratégie de communication qui soit en même temps alignée et efficace. Et j'ai mon podcast Petite Pousse où je reçois des entrepreneurs inspirants sur des sujets autour de l'entrepreneuriat, du bien-être, etc. Et où je partage des épisodes solo, justement, où ça peut être des sujets vraiment divers et variés sur ce que je peux vivre dans l'entrepreneuriat, sur des conseils en marketing humain et d'autres choses. Donc ça, c'est 2 ressources qui m'appartiennent. Et après, j'ai des ressources que j'utilise. Alors moi, j'adore les podcasts, donc j'en écoute beaucoup. Il y en a quelques-uns qui me plaisent beaucoup. Par exemple, La Matrescence pour la partie plutôt, on va dire, parentalité. J'aime beaucoup Young, Wild and Freelance, qui est plus sur la partie freelancing, mais il aborde beaucoup de sujets hyper intéressants aussi sur toute cette réflexion autour de l'entrepreneuriat, etc. Il y a le podcast de Alexis Minchella aussi que j'aime beaucoup, où il partage pas mal d'astuces aussi sur l'entrepreneuriat. Le podcast de Pauline Léniaud, Le Gratin, qui est hyper intéressant aussi. Voilà dans les podcasts que j'aime beaucoup. Génération Do It Yourself aussi, qui sont des interviews beaucoup plus longues, mais il y a pas mal de pépites aussi qui peuvent en ressortir. Et après, je suis très lecture. J'adore lire des livres. Il y a le livre The One Thing de Gary V. Keller, Passer à l'essentiel. Donc celui-ci, effectivement, il nous aide à se poser les bonnes questions. Il y a le livre Minimalisme, la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité de Judith Krillen. Ça, c'est vraiment les 2 livres qui me viennent en tête au niveau se concentrer sur l'essentiel, faire moins mais mieux. Ok. Écoute, je mettrai tous les liens de toute façon des ressources dans la description avec également les liens de ton guide et de ton podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver hormis du coup dans ton podcast et dans ton guide? Alors plutôt sur LinkedIn, Éléonore Machu. C'est là où je poste le plus fréquemment. Et avec grand plaisir pour échanger par message privé, j'adore justement les relations humaines. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation sur la pause café. Merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment très intéressant. Pépite, vraiment. Je suis très très contente. Merci beaucoup. Nous, on va du coup se laisser. Si jamais vous voulez aller voir de plus en détail ce que fait Éléonore, n'hésitez pas à aller dans la description. Pareil, si jamais le guide peut intéresser. Si jamais tu as ou vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à venir nous faire un retour sur les réseaux. Donc moi sur mon Instagram et sur LinkedIn pour Éléonore. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Merci encore Éléonore et puis à bientôt. Un grand merci à toi Camille pour ton accueil et pour tes questions hyper intéressantes. Je te dis à très bientôt et avec grand plaisir. Salut. Salut. C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify
le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut.